pas des genres, c'est pas des groupes sociaux, c'est les humains en général. Et donc on a tendance à attribuer son propre rapport au monde, l'ensemble des groupes, les différents groupes, ils ont des façons très différentes de voir les choses. Deuxième risque ethnocentrique, c'est qu'il y a souvent, c'est les objecteurs de croissance, une vision manichéenne et uniforme de l'aliénation et de l'abrutissement des masses à la consommation, à la publicité, etc. C'est la vision consommation, publicité, médias, etc. L'idée d'une sorte d'abrutissement, d'aliénation généralisée. Il faut savoir, quand on dit d'ailleurs ça, c'est les autres, parce que on ne dit jamais qu'on est nous-mêmes aliénés par la consommation, la publicité, c'est les autres qui sont aliénés, et ceux qui tiennent le discours, eux, ils ne sont pas aliénés. Bon. Alors c'est bizarre parce qu'ils disent en même temps, mais c'est inéluctable, tout le monde est aliéné, c'est la machine, etc. qui aliène, mais ceux qui tiennent le discours, eux, ne sont pas aliénés. Souvent d'ailleurs, ça rejoint le point suffisant, parce que c'est souvent les classes populaires qui sont abruties, aliénées, etc. Parce que ceux qui sont un peu extirpés des classes populaires, ceux qui tiennent ce discours, eux, non, ils sont dans la lucidité critique. Bon. Eux, ils ne sont pas touchés par cette uniformisation. Là aussi, ça laisse de côté la variété des usages sociaux, de la domination, de la publicité, des médias. Bon. Les sciences sociales, je suis sociologue, ont développé une variété d'outils qui ont mis en évidence qu'il y a des mécanismes de domination dans les sociétés, ces mécanismes sont dominants, mais il y a des contradictions dans les sociétés. Il y a des contradictions. Les modes de consommation, la publicité, les médias, etc. ne passent pas tels quels de la même façon vis-à-vis de tout le monde. Par exemple, sur les médias, c'est généralisé depuis les années 80, à partir de travaux d'ailleurs néo-marxistes britanniques, qu'on appelle les Cultural Studies, avec des gens comme Stuart Hall, une analyse de ce qu'on appelle la réception des médias. Alors avant, on disait les gens sont aliénés parce que qu'est-ce qu'on a étudié? On étudiait le contenu des messages, évidemment qui était plein de stéréotypes, et puis les conditions socio-économiques de production des messages, qui est le propriétaire, etc. Et puis on s'est intéressé, on a été voir qui reçoit les messages. Et puis on a fait des enquêtes. Alors, de l'ethnographie, des questionnaires, des entretiens, etc. Et puis on s'est aperçu que les gens ne voient pas le même feuilleton quand ils voient un feuilleton. Quand ils voient des informations, ils ne voient pas le même feuilleton. En fonction de la classe sociale, en fonction du genre, en fonction de la génération, en fonction de l'histoire politique, associative, etc. de la personne, il y a des filtres. Tout ne passe pas comme dans du beurre. Les premières études ont été faites sur la série Dallas. Et aujourd'hui, il y a plein de choses. Moi, j'ai travaillé sur la réception d'une série qui a eu un grand succès en France, qui était une série américaine, Ali McBeal. Bon. Ben, j'ai fait une centaine d'entretiens avec surtout des téléspectateurs d'Ali McBeal, et on peut voir que c'est pas la même chose que les gens voient. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a pu dire qu'il y a des stéréotypes dominants dans un message qu'une fois que ce message est diffusé, ça passe comme dans du beurre. Parce que ça rentre dans des gens qui ont une histoire, qui ont un inconscient social, qui ont des expériences, etc. Il y a des filtres. Alors ça filtre plus ou moins en fonction des types de messages, etc. Mais ça ne rentre pas comme dans du beurre, parce que la relation émetteur-récepteur, c'est une relation sociale. C'est pas simplement une feuille vierge sur laquelle on imprime des choses par les médias. Ça, c'est faux. C'est souvent des gens un peu extérieurs qui pensent ça, et je le répète, souvent ils pensent que ça s'imprime pas chez eux, mais ça s'imprime chez les autres. Bon. C'est ce qu'on pourrait appeler... Alors, dans cette vision de l'aliénation généralisée, uniformisante de tous les autres sauf moi, bon, c'est ça, ce modèle, il y a une sorte de mépris sur les pratiques et les publics populaires et la façon dont ils se débrouillent avec les choses qui sont pas aussi aliénées qu'on croit souvent quand on fait un peu de travail d'enquête. Si on a cette vision uniformément aliénée des choses, la seule perspective d'émancipation, soit on ne peut rien faire, alors on devient un spectateur mélancolique du fait que la société de consommation a gagné, on ne peut rien y faire, et tous ces cons sont aliénés. Bon. Ou il y a la deuxième solution, c'est la solution très ancienne, depuis Platon jusqu'à Lénine, c'est que tout le monde est dans la caverne, sauf les quelques intellectuels qui ont vu clair. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est que les intellectuels mènent le troupeau hors de la caverne, et donc c'est l'avant-garde intellectuelle. Ça, on l'a déjà vu, cette stratégie. Et là, de Platon à Lénine, c'est une stratégie qui a été déjà utilisée. C'est une stratégie que j'appellerais intellectualo-centrée. On surévalue, dans ce cas-là, la place des intellectuels dans les processus d'émancipation. On a vu l'erreur que c'était, historiquement, et on sous-évalue les capacités critiques des dominés. Et donc, toutes les contradictions qui existent dans la société qui peuvent permettre de renverser la société telle qu'elle est, parce qu'il y a des capacités critiques chez les dominés. Mais on les sous-estime parce qu'on en a fait une sorte de masse abrutie, aliénée, simplement. Donc, il me semble que là, il y a un autre problème qui empêche souvent
le courant écologiste en général et les objecteurs de croissance en particulier, de penser à un autre rapport, plus nouveau, plus renouvelé, entre les mouvements émancipateurs et les classes populaires, dans cette vision un peu trop unilatérale et simpliste. Ce sont deux formes d'ethnocentrisme social qui font que, on peut dire qu'il y a, dans le mouvement écologiste en général et chez les objecteurs de croissance en particulier, des impensées de classe qui ne sont pas maîtrisées et qui ont des effets sur leur vision de la politique. Et si on veut repenser la question sociale, les rapports entre la question sociale et la question écologique, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces dimensions de classe. Donc, pour terminer, je dirais que toutes ces questions de débat critique avec les croissances ne sont pas des invalidations de la décroissance. C'est en fait une façon d'aider à clarifier les objecteurs de croissance et nous-mêmes pour essayer de reproblématiser l'émancipation aujourd'hui, au XXIe siècle, en tenant compte des échecs et des impasses du passé, en saisissant le meilleur de la tradition et en créant quelque chose de nouveau, parce qu'on a quelque chose de créer de nouveau. Pourquoi? Parce que ça fait à peu près 2 siècles qu'est née l'espérance de créer une société non capitaliste. Ça fait 2 siècles que ça échoue. Quel que soit. Il y a des échecs dégueulasses, terribles, staliniens, maoïstes, etc. Ça fait des millions de morts. Mais il y a des échecs sympathiques, comme l'échec anarchiste. C'est-à-dire que ça n'a pas transformé la société, mais au moins ça n'a pas tué des millions de morts. Bon. D'une personne. Bon. Mais de toute façon, tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué. Bon. 2 siècles, c'est pas rien. 2 siècles, c'est pas un petit truc. Bon. Et donc, si on ne repense pas les échecs, les impasses du passé, si on ne se saisit pas de ce qui des contradictions dans la société telle qu'elle est qui peuvent permettre de faire émerger cette perspective, et bien à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on n'échoue pas encore. Bon. Donc, les questions que j'ai voulu poser, la façon de reproblématiser les choses, c'est bien pour que du côté écologiste, du côté de la décroissance et du côté des anticapitalistes, antiproductivistes, il y ait un renouvellement de la perspective qui nous permet